Le sang me coulait dans la gorge comme un poison amer, et je sentais mes poumons se remplir d'eau saumâtre, les murs de la scène se refermant sur moi comme les mâchoires d'un monstre oublié. J'avais crié, supplié, mais personne n'avait entendu. Mon frère, ce traître aux yeux froids, m'avait poussé du pont sans un battement de cils, son sourire carnassier gravé dans ma mémoire agonisante. Et puis, le noir absolu, le vide qui avale tout. Jusqu'à ce que je rouvre les yeux, non pas dans les abysses, mais dans mon propre corps, 10 ans en arrière, le cœur battant à tout rompre dans l'appartement parisien que j'avais cru perdu à jamais. C'était une nuit d'orage en 2015, et je me tenais là, devant le miroir craquelé de la salle de bain de mon 2 pièces à Montmartre, les mains tremblantes posées sur le lavabo ébréché. Mon reflet me fixait, 35 ans, les traits encore lisses, sans les rides creusées par les années de trahison et de deuil. J'avais 45 ans à ma mort, un homme brisé par les mensonges de ma famille, un éditeur raté noyé dans la Seine par la main de mon propre sang. Mais maintenant? J'étais revenu. 35 ans, le jour exact où tout avait basculé, le jour où mon grand-père avait disparu, emportant avec lui les secrets qui auraient pu sauver notre lignée maudite. Une seconde chance. Une vengeance. Et cette fois, je ne laisserai rien au hasard. Je m'effondrai à genoux, riant et pleurant à la fois, le carrelage froid contre ma peau. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la chute, l'eau glacée, le dernier regard de mon frère, Antoine, qui murmurait pour le bien de la famille avant de me regarder sombrer. Il avait tout pris, l'héritage, la maison familiale en Normandie, ma femme qui s'était pendue de chagrin 6 mois plus tard. Mais pourquoi? Les lettres. Ces maudites lettres que j'avais trouvées trop tard dans ma vie précédente, cachées dans les murs de notre vieille demeure. Des missives jaunies, écrites d'une main tremblante, révélant que notre grand-père n'avait pas fui en 1944 comme on nous l'avait raconté, mais qu'il avait été assassiné par son propre fils mon père pour un trésor nazi volé pendant l'occupation. Un secret enterré, une malédiction qui rongeait notre sang depuis des générations. Je me relevai, essuyant mes larmes d'un revers de manche. Paris bruissait dehors, la pluie martelant les toits de zinc comme un avertissement divin. J'avais 10 ans pour tout réécrire. 10 ans pour déterrer la vérité, pour confronter les fantômes avant qu'ils ne me tuent à nouveau. Mon frère n'avait que 25 ans à cette époque, un jeune loup ambitieux, déjà en train de comploter dans l'ombre de notre père. Et moi? J'étais l'idiot naïf, l'aîné confiant qui signait les papiers sans lire les petites lignes. Pas cette fois. Cette fois, je serai le prédateur. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages bas sur la capitale, je sortis de mon appartement, le cœur serré par une urgence viscérale. Montmartre s'éveillait dans son chaos charmant, les artistes de rue esquissant des caricatures sous les auvents, l'odeur de croissants chauds flottant depuis les boulangeries, et au loin, le Sacré-Cœur veillant comme un œil accusateur. Je marchais d'un pas vif vers le cimetière du Père-Lachaise, là où reposait ou plutôt, où on prétendait que reposait mon grand-père, Henri Duval. Sa tombe était un mensonge de plus, une pierre anonyme, sans corps, gravée d'une épitaphe lisse comme les mensonges familiaux. Parti pour un monde meilleur, disait-elle. Mensonge. Je m'agenouillai devant la dalle humide, les herbes folles effleurant mes genoux. Dans ma vie précédente, j'avais pleuré ici des années après sa disparition, ignorant que son squelette pourrissait quelque part sous les caves de notre maison normande. Les lettres l'avaient révélé, il avait découvert le butin ou des lingots d'or nazis cachés dans les murs de notre propriété, fruit d'un pillage pendant la guerre. Mon père, avide et terrifié, l'avait étouffé dans son sommeil pour s'approprier le secret. Et Antoine, mon frère, avait hérité de cette noirceur, me noyant pour le même motif, l'or épuisé, mais les dettes familiales qui s'accumulaient comme une sentence. Cette fois, je sais, murmurai-je à la pierre froide. Un corbeau croissa au-dessus de moi, comme un écho moqueur. Je sortis de ma poche un petit carnet, notant les premiers pas de mon plan. Étape 1, infiltrer la maison familiale plus tôt que prévu. Étape 2, fouiller les murs sans éveiller les soupçons. Étape 3, confronter mon père avant qu'il ne meure d'un accident orchestré par Antoine. Mais d'abord, les lettres. Dans ma vie antérieure, je les avais trouvées par hasard, après la mort de mon père, chez un voisin qui avait racheté une partie de nos biens. Un vieil antiquaire nommé Marcel, mort maintenant, mais dont l'appartement était toujours là, à 2 rues de chez moi. Je me dirigeais vers le quartier des Brocanteurs, près de la rue des Abbesses, où les façades art nouveau croulaient sous les lianes de glycine. L'immeuble de Marcel était un reliquat du XIXe siècle, avec une cour intérieure envahie de chats errants. La concierge, une femme revêche aux cheveux teints en roux, me toisa depuis son guichet.
Monsieur Duval? Pourquoi faire? Le vieux est mort il y a des mois. Je souris, feignant l'innocence. Juste un héritage familial, madame. Des papiers que mon grand-père aurait laissés chez lui. Elle haussa les épaules, me tendant une clé rouillée. 3e étage, gauche. Mais touchez pas à ces bibelots, hein. L'appartement de Marcel puait le moisi et la cire d'abeille, un labyrinthe de meubles empires et de caisses remplies de reliques. Je fouillais méthodiquement, tiroirs de commode, faux plafond, même sous les lattes du parquet. Rien. La sueur perlait sur mon front, l'orage menaçait à nouveau dehors, faisant trembler les vitres. Puis, derrière un tableau jauni représentant une scène de la Révolution ironique, pensais-je, un coffret de bois sculpté. Mon cœur s'emballa. À l'intérieur, des enveloppes jaunies, scellées de cire rouge effritée. Les lettres. Celles de mon grand-père, écrites en 1944, juste avant sa mort. Je m'assis sur le sol poussiéreux, les mains tremblantes, et les ouvris une à une. La première, datée du 15 août, mon cher fils, si tu lis ceci, sache que l'or n'est pas une malédiction, mais un fardeau. Les Allemands l'ont caché ici pour nous tester, nous, les Duval. Ne le touche pas, ou il te dévorera comme il m'a dévoré. Les mots dansaient sous mes yeux, l'encre fanait comme du sang séché. La deuxième, j'ai vu ton regard, Jacques. L'avidité. Si tu me trahis, le fantôme de notre lignée te hantera. Mon père, Jacques Duval, le meurtrier. Et la dernière, inachevée, l'or est dans le mur et de la cave, derrière la brique noire. Mais vends-le, et tu maudiras tes enfants. Je refermai le coffret, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Tout était là, intact, 10 ans avant que je ne le découvre dans ma vie brisée. Dehors, la pluie s'abattit enfin, un déluge biblique qui noya les rues de Paris. Je rangeai les lettres dans ma veste, verrouillai l'appartement, et descendis les escaliers en courant. La vengeance commençait maintenant. Mon frère, mon père l'il paierait. Mais pas avant que j'aie savouré chaque instant de leur chute. Les jours suivants s'écoulèrent dans une frénésie calculée. Je quittai mon emploi d'assistant éditorial, un poste misérable que j'avais supporté par loyauté familiale, et investis mes maigres économies dans un billet pour Deauville. La maison Duval, ce manoir délabré accroché aux falaises normandes, m'attendait. J'arrivai sous un ciel plombé, la mer du Nord grondant comme une bête affamée. Mon père m'accueillit sur le perron, les bras ouverts, son sourire patelin masquant la pourriture intérieure. Alexandre. Quel plaisir inattendu. Antoine est en ville, tu sais. Bien sûr que je savais. Le serpent était déjà en train de siffler. Nous dînâmes ce soir-là dans la grande salle, les portraits ancestraux nous toisant depuis les murs lambrissés. Antoine, avec ses 25 ans arrogants, ses cheveux gominés et son costume sur mesure, leva son verre de Bordeaux. À la famille, Alex. Toujours unis. Je trinque, mes yeux plongeant dans les siens, y lisant déjà les ombres de la trahison à venir. À la vérité, répondis-je doucement, et il cligna des yeux, un instant de malaise fugace. Mon père rit nerveusement, changeant de sujet vers les affaires, les dettes qui s'accumulaient, les créanciers aux portes. Cette nuit-là, je ne dormis pas. À minuit, armé d'une lampe torche et d'un burin volé dans la remise, je descendis à la cave. L'air était lourd d'humidité salée, les toiles d'araignée comme des voiles funèbres. Le muret, une paroi de pierre brute, couverte de moisissures. Je tapotai, écoutant l'écho creux derrière la brique noire. Elle céda sous mes doigts, révélant une cavité sombre. À l'intérieur, des sacs de toile poussiéreux, lourds comme des âmes damnées. L'or. Des lingots ternis, marqués de l'aigle nazi, valant des millions même aujourd'hui. Je n'en pris qu'un, le glissai dans mon sac, et remontai, le cœur en feu. Le lendemain, je rentrai à Paris, déposai le lingot chez un fondeur discret dans le Marais, un contact de ma vie précédente, un homme qui ne posait pas de questions pour un pourcentage. L'argent afflua, 100 000 € en billets propres. Assez pour engager un détective privé, un ancien flic nommé Laurent, aux cicatrices de boxeur et aux yeux de limier. « Qu'est-ce que tu veux savoir, Duval ?» demanda-t-il dans un café enfumé de Belleville. « Tout sur mon père. Ses dettes, ses amants, ses crimes enfouis. » Laurent travailla vite. 2 semaines plus tard, un dossier épais atterrit sur ma table, photo de mon père avec des mafieux italiens, des virements suspects vers des comptes offshore, et pire, un rapport d'autopsie falsifié sur la mort de ma mère, empoisonnée par accident quand j'avais 10 ans.
Antoine n'était pas innocent, des mails interceptés montraient qu'il couvrait papa, en échange d'une part du gâteau. La rage bouillonnait en moi, une lave prête à éclater. Mais je contins, planifiant. La première frappe serait subtile, une fuite anonyme aux autorités fiscales. Que les impôts s'occupent d'eux d'abord. Paris, en cet automne 2015, était une toile parfaite pour ma toile d'araignée. Je m'installais dans un loft anonyme à Bastille, payais cash, et commençais à tisser. Des nuits blanches à coder des virus informatiques, une compétence apprise dans ma vie d'après, quand la solitude m'avait poussé vers le dark web. J'infiltrais les comptes de mon frère, un banquier en herbe chez BNP Paribas, et transférais de petites sommes vers des associations caritatives. Pas assez pour alerter, mais suffisant pour semer le doute. Il paniqua bientôt, appelant notre père en pleurs, « Quelqu'un me vole, papa. C'est un fantôme. » J'écoutais les enregistrements, riant seul dans l'ombre. Mais la vraie tempête éclata un soir de novembre, quand Antoine débarqua chez moi sans prévenir. Il força la porte, les yeux injectés de sang, une bouteille de whisky à la main. « C'est toi, hein? Tu as fouillé la maison. Les murs. L'or. » Je feignis la surprise, mais il bondit, me plaquant contre le mur, son haleine aigre de trahison. Grand-père a tout gâché avec ses secrets. Papa a bien fait de le faire taire. Et toi, tu seras le prochain si tu continues. Ces mots étaient un aveu, gravé dans l'air comme une sentence. Je le repoussai, le fixant avec un calme glacial. Tu te souviens de la scène, Antoine? L'eau froide, le pont Alexandre III. Il pâlit, reculant comme si j'étais un démon. Qu'est-ce que tu racontes? Je souris, sombrement. Rien. Juste un rêve. Il partit en titubant, mais je savais, la graine du doute était plantée. Bientôt, il viendrait à moi, suppliant. Noël approchait, et avec lui, la réunion familiale annuelle à Deauville. Je rentrais, les lettres cachées dans ma valise comme des grenades. Mon père, vieilli prématurément par la culpabilité, présidait la table, entouré de cousins hypocrites. Antoine évitait mon regard, buvant trop. Au dessert, je sortis le coffret. J'ai trouvé ça chez un voisin. Des lettres de grand-père. Silence de mort. Mon père blêmit, la cuillère tombant de sa main. Impossible. Il est mort sans rien laisser. Je lus à voix haute, la voix tremblante de rage contenue. Les mots d'Henri accusaient, dépeignaient l'avidité, le meurtre. Antoine bondit, mensonge. Papa, dis-lui. Mais mon père s'effondra, pleurant comme un enfant. C'était un accident. L'or nous a maudits. La famille se fissura ce soir-là, des hurlements, des portes claquant. Je partis dans la nuit, laissant le chaos derrière moi. La première victoire. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Laurent appela le lendemain, ton frère prépare quelque chose. Un voyage à Genève. Des comptes secrets. Parfait. Je réservai un vol, télant Antoine comme une ombre. À Genève, sous la neige suisse, je le vis entrer dans une banque privée, ressortir avec un sac rempli de documents. Je le suivis jusqu'à un hôtel discret, où il rencontra un homme en costume noir, un tueur à gages, je le sus instinctivement. La nuit, je glissai un somnifère dans son verre au bar de l'hôtel, et fouillai sa chambre. Les plans étaient là, un contrat sur ma tête, pour éliminer la menace familiale. Mon propre frère voulait ma mort, déjà, 10 ans avant la scène. La fureur me consuma. Au lieu de le confronter, je sabotai le deal, un appel anonyme à Interpol, mentionnant le nom du tueur. Le lendemain, Antoine fut arrêté à l'aéroport, accusé de complot. « Frère! C'est toi » hurla-t-il en menottes, les yeux fous. Paris me rappela, mais le poison s'était répandu. Mon père, ruiné par les audits fiscaux que j'avais déclenchés, vendit la maison. L'or? Je l'avais fondu par l'eau, finançant des œuvres de charité au nom de grand-père, une ironie cruelle. Antoine pourrit en prison, 5 ans pour fraude. Et moi? Libre, mais hanté. La vengeance avait un goût de cendre. Les mois suivants furent un tourbillon de triomphes amers et de nuits hantées par les échos du passé. Paris, cette ville de lumière factice, me berçait dans son illusion de normalité, les quais de la Seine où j'avais péri, maintenant familiers comme une cicatrice, les cafés bondés où je sirotais un café noir en observant les passants ignorer les abysses sous leurs pieds. J'avais 40% de l'or en sécurité,
investi dans des actions discrètes via un prête-nom à Bruxelles. L'argent coulait, transformant mon loft en un sanctuaire high-tech, caméra de surveillance, dossier numérique sur chaque membre de la famille Duval. Laurent, mon limier fidèle, creusait plus profond, déterrant des os que même les corbeaux n'auraient pas osé picorer. Un après-midi de printemps 2016, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un rose ironique, je reçus un paquet anonyme. À l'intérieur, une photo jaunie, mon grand-père, jeune, posant devant la maison normande avec un officier SS, un sourire complice aux lèvres. Au dos, une note tapée à la machine, « Tu crois tout savoir ? Demande à ta mère. » Ma mère. Morte depuis 25 ans, empoisonnée par un champignon vénéneux lors d'un dîner familial. Antoine avait 8 ans, moi 18. Un accident, avait-on dit. Mais les lettres d'Henri n'en parlaient pas, était-ce un autre secret? Je contactai Laurent immédiatement. Creuse sur maman. Son autopsie, ses lettres personnelles. Il rappela 24 heures plus tard, la voix rauque de tabac. C'est pire que tu penses, Duval. Ta mère, Élise, n'était pas Duval de naissance. Elle s'appelait Élise Moreau, et elle a épousé ton père pour l'or. Elle le savait. Et elle a écrit des journaux intimes, cachés chez une sœur en Bretagne. Une sœur? Tante Marguerite, que je n'avais vue qu'une fois, une recluse amère qui haïssait notre branche. Je pris la route pour Quiberon, la Bretagne sauvage battue par les vents atlantiques. La maison de Marguerite était un bunker de pierres grises, entouré de dunes hostiles. Elle m'accueillit à la porte, une femme de 70 ans aux yeux perçants comme des lames de harpon. Alexandre. Tu ressembles à Henri. Viens pour l'héritage, hein. Je secouai la tête, entrant dans son antre chargé d'odeurs de sel et de vieux papiers. Elle me tendit un cahier relié en cuir, sans un mot. Les pages d'Élise se déployèrent sous mes yeux comme une confession d'année. Jacques me courtise pour mon silence. J'ai vu les lingots en 1943, quand Henri m'a tout raconté. Mais l'or appelle le sang. Si je parle, il me tuera comme son père. Des entrées datées de 1988, Antoine et son portrait craché. Petit démon aux yeux froids. Et Alexandre. Mon pauvre garçon, si naïf. La dernière, 3 jours avant sa mort, ce soir, dîner aux champignons. Jacques insiste. Si je meurs, sachez, l'or est maudit. Vends-le, Alexandre, et brise la chaîne. Je refermai le cahier, les larmes brouillant l'encre. Ma mère savait. Elle avait tenté de me protéger en silence, et mon père l'avait tué pour ça. Marguerite posa une main ridée sur mon épaule. Élise m'a fait jurer de te le donner un jour. Mais tu es venu trop tôt. Ou trop tard? Je lui racontai tout, la réincarnation, la noyade future, la vengeance. Elle rit, un croassement salé. Les Duval portent le diable en eux. Va, et finis-le. De retour à Paris, le plan évolua. Ce n'était plus seulement mon père et mon frère, c'était la malédiction entière. Je contactai un avocat véreux, un requin du palais de justice nommé Duval, ironie du sort, pour contester l'héritage. Preuve, demanda-t-il. Je lui glissai une enveloppe avec des copies des lettres et du journal. Assez pour un procès en diffamation et meurtre non résolu. Il siffla d'admiration. Tu joues avec le feu, Duval. L'été 2016 apporta la chaleur suffocante et les premières fissures publiques. Un article dans Le Monde, scandale familial, les Duval et un trésor nazi enfoui. Anonyme, bien sûr ma plume. Mon père appela, la voix brisée, Alexandre, qu'as-tu fait? Les journalistes aux portes. Je répondis froidement, la vérité, papa. Grand-père la voulait. Il raccrocha, mais pas avant un sanglot étouffé. Antoine, libéré sous caution, me traqua jusqu'à Bastille. Il força l'entrée une nuit, un couteau à cran d'arrêt luisant. Tu vas payer pour la tôle, salaud, cracha-t-il, bondissant. Je l'esquivai, entraîné en secret dans une salle de boxe taille à Pigalle. Le combat fut brutal, ses courageurs contre ma précision mortelle. Je le désarmai d'un coup de pied, le plaquant au sol, le couteau contre sa gorge. Rappelle-toi la scène, Antoine. L'eau qui monte, le regret qui noie. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur pure. Comment? Tu sais? Je pressai la lame, un filet de sang perlant. Parce que j'y suis mort. Par ta main. Et cette fois, je te laisse vivre pour souffrir.
Je le laissai partir, brisé, le visage tuméfié. Il s'enfuit en titubant, mais je savais, il reviendrait, plus vicieux. Et il le fit. 2 mois plus tard, un incendie ravagea mon loft. J'étais absent averti par une caméra, mais les pompiers trouvèrent des traces d'accélérateur. Tentative de meurtre. La police arrêta un sans-abri, mais je reconnus l'écriture sur le mur, pour la famille. La contre-attaque fut magistrale. Avec Laurent, nous tendîmes un piège, un faux rendez-vous avec un acheteur pour le reste de l'or, dans un entrepôt désaffecté près de la Villette. Antoine mordit à l'hameçon, arrivant avec 2 brutes payées au noir. Je les attendais dans l'ombre, micro caché, enregistrant chaque mot. Il a les lettres. On le fait taire, comme papa avec Henri. Les brutes hésitèrent, l'une était un indique. La police surgit, sirène hurlante. Antoine hurla mon nom en menottes, traître. Tu n'es pas mon frère. Le procès s'ouvrit en automne 2017, un cirque médiatique qui ébranla les cercles parisiens. Témoignage des lettres, expertise toxicologique rouvrant l'affaire de ma mère arsenic dans les champignons. Mon père craqua sur le stand, avouant tout, le meurtre d'Henri, l'empoisonnement d'Élise, les fraudes. L'or nous a rendus fous, gémit-il. Antoine, silencieux, me foudroya du regard, son mufle de loup enfin muselé. Les juges condamnèrent, perpétuité pour papa, 20 ans pour le petit frère. Je sortis du tribunal sous une pluie fine, libre comme l'air iodé de la mer. La maison normande fut saisie, l'or confisqué pour les victimes de l'occupation en restitution poétique. Mais la victoire avait un vide. Dans ma vie précédente, la mort m'avait libéré, ici, la vengeance me ligotait à des chaînes invisibles. Étais-je devenu comme eux? Un Duval maudit? Un soir d'hiver, seul dans un appartement neuf à Passy, je relus les lettres une dernière fois. Une ombre frappa à la porte. Laurent, le chapeau incliné. Un dernier secret, Duval. Ton grand-père. Il n'était pas victime. Il a volé l'or aux nazis, mais aussi à des résistants juifs. Ta mère le savait. C'est pour ça qu'elle voulait que tu le vendes. Le twist me frappa comme un coup de poignard. Henri, mon héros? Un collaborateur? La nuit tomba, et avec elle, une décision controversée. Brûler les dernières preuves. Ou les publier, damnant la mémoire familiale pour toujours? Je choisis le feu. Les flammes dansèrent, consumant les mots, et avec eux, la malédiction. Peut-être. L'incendie de ma vengeance avait laissé des braises qui couvaient encore, prêtes à raviver des flammes plus sombres. Paris, en 2018, s'était mué en un labyrinthe de miroirs déformants, chaque reflet dans les vitrines des Champs-Élysées me renvoyait un homme que je reconnaissais à peine quarantaine affirmé, cheveux grisonnants aux tempes, yeux creusés par des insomnies peuplées de fantômes. La fortune de l'or, judicieusement blanchie en immobilier anonyme, me permettait une vie de luxe discret, dîner au Meurice, abonnement à l'opéra, mais le goût était fade, empoisonné par le doute que Laurent avait semé. Henri, mon grand-père, un voleur aux dépens des opprimés? Élise, ma mère, complice par amour ou par peur? Je décidai de creuser plus loin, non plus par rage, mais par une soif maladive de vérité absolue. Un voyage à Berlin s'imposa, ville des cicatrices européennes, où les archives de la Stasi et les musées de la Shoah gardaient les secrets de l'occupation. J'atterris sous un ciel d'acier, l'asprey coulant paresseusement comme un serpent assoupi. Dans les sous-sols froids de l'archive centrale, entouré de boîtes poussiéreuses étiquetées en gothique effacé, je passais des jours à éplucher des dossiers, non-juifs disparus, convoi vers l'Est, et là, le nom Duval. Henri avait été un intermédiaire pour les nazis, facilitant le pillage d'œuvres d'art juives en échange de protection pour sa famille collaboreuse. L'or n'était qu'une fraction, il y avait des tableaux volés, des bijoux fondus, des vies brisées. Une photo me transperça, Henri, en 1942, serrant la main d'un officier de la Gestapo, un sac de lingots à leurs pieds. Au verso, une note en allemand, Duval fiable, mais avide. À surveiller. Mon estomac se noie. Le héros des lettres était un monstre, et mon père l'avait tué non par cupidité pure, mais pour effacer cette tâche. Élise l'avait épousé sachant tout, espérant racheter par silence. Et moi? Le petit-fils d'un traître, revenu d'entre les morts pour venger un mensonge. De retour à Paris, je confrontais les archives familiales que j'avais sauvées de la saisie. Dans le grenier virtuel de mes disques durs, un film Super 8 numérisé, une fête en 1944, grand-père souriant avec des uniformes verts,
ma grand-mère morte en couche au dansant un tango macabre. La révélation me brisa. Était-ce pour ça que la malédiction nous rongeait? Pas l'or, mais le péché originel de la collaboration? Antoine m'écrivit depuis sa cellule à Fresnes, une lettre rageuse sur papier pelure. Tu crois avoir gagné, Alex? Papa est mort hier. Crise cardiaque. Mais avant, il m'a tout dit. Grand-père était un chien débauche. Et maman? Elle l'a su et est restée. Tu vengerais quoi, au juste? Un château de cartes pourries. Le papier trembla dans ma main. Papa mort. Sans adieu, sans confession finale. J'allais à l'enterrement, une cérémonie froide sous la pluie normande, le cercueil descendant dans la boue près de la mer. Antoine, enchaîné, me cracha depuis le fourgon, tu es pire que nous. Un fantôme qui hante les vivants. La presse s'empara de la mort, spéculant sur un suicide déguisé au Mon-Œuvre, via des rumeurs semées chez des journalistes avides. La fin des Duval, malédiction ou justice, titrait Libération. Je ris, amer, dans mon bureau vitré surplombant la tour Eiffel. Mais le rire se mua en tout, une douleur sourde dans la poitrine. Était-ce la fin? Non. Le twist de Berlin exigeait une purge totale. Je décidai de l'expiation publique. Avec un ghostwriter, un jeune ambitieux du quartier latin, je rédigeai un mémoire, Les ombres des Duval, confession d'un héritier maudit. Chapitre sur Henri le collaborateur, Jacques le parricide, Élise la martyre silencieuse, Antoine le serpent, et moi, le revenant vengeur. Pas de pitié pour quiconque, des faits crus, des photos, des documents scannés. Le livre sorti en 2019, un best-seller controversé qui fit scandale, débat à la télé sur France 2, où des historiens me traitaient de nécrophile familial, des descendants de victimes juives me remerciant en privé pour la restitution partielle de l'or via une fondation que j'avais créée. Les réactions fusèrent comme des balles, menaces anonymes dans ma boîte aux lettres, un cocktail Molotov raté contre ma porte à Passy. Antoine, furieux, tenta un appel en justice depuis sa prison, accusant diffamation post-mortem. Le juge rit, la vérité n'est pas diffamatoire, Duval Junior. Mais le vrai danger vint d'un cousin éloigné, un certain Paul, neveu de Marguerite, que je n'avais jamais rencontré. Il surgit un soir au lancement du livre aux fleurs, un verre de pastis à la main, les yeux brillants de haine. Tu as sali nos morts, Alexandre. Henri était un héros de la résistance, déformé par les rumeurs. Et maintenant, tu profanes tout pour ton ego. Paul était un historien raté, un nationaliste au relent lepéniste, défendant farouchement la lignée pure des Duval. Il m'invita à y discuter dans son bureau de la Sorbonne, un antre tapissé de livres jaunis et de cartes de la France occupée. Là, il me montra des preuves, des faux, je le sus immédiatement, des lettres forgées proclamant Henri innocent. Reviens sur ton livre, où je révèle ton secret. Mon secret? Comment savait-il pour la réincarnation? J'ai écouté tes confessions à tante Marguerite. Elle a enregistré. Tu es fou, Alexandre. Un schizophrène qui se prend pour un prophète. Le chantage. Classique, mais vicieux. Paul voulait l'argent de la fondation, pour réhabiliter la famille. Je feignis l'hésitation, mais en secret, je fouillai son passé avec Laurent. Découverte, Paul n'était pas un cousin, un imposteur, un escroc qui avait falsifié des généalogies pour s'infiltrer dans des familles riches pendant la guerre. Fils illégitime d'un nazi, cherchant vengeance sur les traîtres français comme nous. Le twist final, il était le gardien d'un autre trésor, des documents prouvant que Henri avait en fait sauvé des Juifs en échange de l'or, un double jeu. La confrontation eut lieu dans une nuit d'orage à la Sorbonne, les éclairs zébrant le ciel comme des fouets divins. Paul m'attendait dans son bureau, un revolver ancien sur le bureau. Signe les papiers, ou je tire. Je m'assis, calmement, sortant une clé USB. Regarde ça d'abord. Les fichiers, ces fraudes, ces liens néo-nazis, ces chantages passés. Publie ça, et tu finis comme grand-père étouffé dans ton sommeil. Il blêmit, le revolver tremblant. Un coup de tonnerre, et il pressa la détente. La balle siffla, effleurant mon épaule, du sang chaud coulant. Je bondis, le désarmant d'un coup sec appris à Pigalle. Nous luttâmes, corps contre corps, jusqu'à ce que je le plaque contre la fenêtre, le verre craquant. Pourquoi, Paul? Pour leur mort depuis longtemps. Il rit, du sang à la bouche d'un coup porté. Pas l'or. La gloire. Les Duval étaient des lâches, et toi,
leur juge autoproclamé. La police arriva, alertée par un étudiant insomniaque. Paul fut arrêté pour tentative de meurtre, ses faux exposés au grand jour. Dans sa cellule, il avoua, Marguerite l'avait envoyé, jalouse de ma purge. La trahison familiale n'avait pas de fin. Guéri de ma blessure ou une cicatrice de plus, je voyageais en Bretagne pour affronter Marguerite. Elle nia, bien sûr, mais ses yeux trahissaient. Tu as tout détruit, Alexandre. Pour rien. Je lui tendis le revolver de Paul. Garde-le. Pour te rappeler que les fantômes ne meurent pas. Elle pleura, enfin, brisée. Paris m'accueillit en automne 2020, la pandémie naissante jetant un voile sur la ville. Mon livre devint un film Netflix, controversé, avec des acteurs hollywoodiens déformant nos laideurs françaises. L'argent afflua, mais je le donnais tout, à la fondation, aux orphelins de la Shoah. Antoine, libéré sur parole en 2022 pour bonne conduite et ironie, me contacta. Laisse-moi une chance, frère. J'ai changé. Je refusai, mais pas sans un dernier cadeau, un billet pour l'Amérique, avec juste assez pour recommencer loin. La vengeance s'achevait, mais le vide persistait. Étais-je un héros ou un monstre? Les lettres brûlées n'avaient rien résolu, elles avaient libéré les démons. Au fil des années, la trame de ma vie se tissa d'ombres et de lumières intermittentes, un brocart français usé par le temps et les regrets. 2023 me trouva à Cannes, lors du festival, où le film sur les Duval faisait salle comble un mélange de The Crown et de Inglourious Basterds, avec moi en consultant script, un rôle que je jouais comme un masque de carnaval. Les projecteurs brûlaient, les critiques acerbes pleuvaient, Duval, le vengeur narcissique, transforme son trauma en soap-opéra. Je souriais pour les caméras, signais des autographes avec une main qui tremblait encore du souvenir de la balle de Paul. Mais la nuit, dans ma suite surplombant la Croisette, les vagues méditerranéennes murmurant des secrets, je revivais la chute dans la Seine, l'eau comme une étreinte fatale. Antoine avait fui aux États-Unis, un ranch miteux en Arizona, où il élevait des chevaux pour touristes riches ou une chute humiliante pour l'ambitieux banquier. Il m'écrivait sporadiquement, des lettres postées de Phoenix, pleines de fausses repentances, j'ai lu ton livre. Tu avais raison sur papa, sur l'or. Mais sur moi? Laisse-moi racheter. Je ne répondais pas, mais je payais ses factures en secret, via un fonds anonyme. Pas par pitié, mais pour le lier à moi, un fil invisible de culpabilité. Marguerite mourut cette année-là, un cancer foudroyant, laissant un testament qui me léguait sa maison bretonne avec une clause, brûle tout, comme tu as brûlé nos âmes. Je vendis la propriété, donnai l'argent à des associations de mémoire juive. Paul, libéré après 5 ans pour vice de procédure, disparut en Allemagne, murmurant des menaces sur des forums obscurs. Laurent, mon fidèle, prit sa retraite, s'installant à Nice avec une jeune épouse. Tu as gagné, Duval. Mais à quel prix? Son départ me laissa orphelin une fois de plus. La vraie tourmente revint en 2024, sous forme d'une femme nommée Claire. Elle surgit à une projection parisienne du film, une brune aux yeux verts comme la mer de Quiberon, quarantenaire élégante en tailleur Chanel. Alexandre Duval? Je suis Élise Moreau. Pas ta mère, mais sa nièce. Nièce? Un lien perdu, une branche cachée. Nous dînâmes au Fouquet's, les lumières tamisées masquant nos doutes. Claire raconta, fille d'une sœur d'Élise, exilée en Amérique pendant la guerre, revenue en France pour réparer les Duval. Mais ses mots sonnaient faux, ses yeux glissaient vers mon verre de vin. Au café de Flore le lendemain, elle avoua, je sais pour la réincarnation. Maman, la sœur d'Élise, l'a entendu de Marguerite. Et j'ai les vraies lettres d'Henri. Les vraies? Elle sortit un dossier, des originaux que j'avais cru détruits. Mais lu, il contredisait tout, Henri n'était pas collaborateur, il avait infiltré les nazis, volé l'or pour financer la résistance. Les photos étaient des montages, les dossiers allemands falsifiés post-guerre par des vengeurs. Ton père a cru le mensonge, tu es grand-père par paranoïa. Et toi, tu as perpétué l'erreur. Le choc me paralysa. Twist dans le twist, ma vengeance, construite sur du sable. Claire n'était pas une alliée innocente, elle voulait l'argent de la fondation, qu'elle accusait d'être détournée par un imposteur. Reviens sur le film, publie la vérité, où je révèle ton délire de revenant. Les tabloïds adorent les fous riches. Chantage, encore. Mais cette fois, teintée de séduction, elle posa sa main sur la mienne, ses lèvres effleurant mon oreille. Ou rejoins-moi.
Nous pourrions racheter la famille ensemble. Je jouais le jeu, l'invitant dans mon appartement à Passy. Nuit d'amour factice, corps entrelacé dans des draps de soie, mais mon esprit calculait. Le matin, je la confrontais avec mes propres preuves. Claire n'était pas Moreau, une journaliste freelance, infiltrée pour un scoop sur le mythe Duval. Laurent, même retraité, avait vérifié. Tu es une araignée, Claire. Mais cette toile est mienne. Elle rit, nue sur le lit, un téléphone caché enregistrant. Prouve-le. Et même si tu le fais, le mal est fait. Ton nom est synonyme de traître. La rage remonta, pure, comme en 2015. Je la plaquai contre le mur, pas violemment, mais fermement. Sors. Et publie ce que tu veux. La vérité est plus nuancée que tes mensonges. Elle partit, mais pas sans un baiser venimeux, tu regretteras, fantôme. Le scandale éclata une semaine plus tard, article dans le Figaro, Duval, victime ou charlatan. Nouvelle lettre révèle un innocent. Claire avait torpillé ma fondation, accusant malversation. Les donateurs fuirent, les procès s'empilèrent. Je me repliai, engageant des avocats pour contrer, mais le doute rongeait, et si Henri était innocent? Je voyageais seul à Berlin à nouveau, recoupant les archives avec des experts indépendants. Vrai, double jeu héroïque. Les falsifications venaient de mon père lui-même, paranoïaque jusqu'à la moelle. La contre-attaque fut un nouveau livre, Rédemption des Duval, la vérité oubliée. Sorti en urgence, il inversa la vapeur, interviews émues à la radio, excuses publiques de la fondation. Claire fut discréditée, son scoop retourné contre elle au plagiat de mes recherches. Elle disparut, ruinée, murmurant des malédictions sur LinkedIn. Antoine revint alors, atterrissant à Orly un soir d'été pluvieux. Barbu, usé par le soleil américain, il se tint sur mon perron. J'ai vu les news. Laisse-moi aider, Alex. Pour de vrai. Nous parlâmes des heures, whisky aidant, confessant nos haines mutuelles. Il avait changé, thérapie en prison, un fils né d'un mariage raté. Je te dois la vie. Pas la mort. Je lui tendis une main, hésitante. Réconciliation? Ou piège final? Nous voyageâmes ensemble en Normandie, sur les falaises où la maison avait brûlé ou démolie par ordre judiciaire. Là, sous un ciel clair, nous dispersâmes les cendres symboliques d'Henri, volées d'une urne familiale. Pour maman, dit-il. Pour nous. Les vagues applaudirent, absoutes. Mais le destin, ce farceur français, réservait un dernier coup. Une lettre anonyme, le vrai trésor n'est pas l'or. C'est le sang. Test ADN joint, Antoine n'était pas mon frère. Fils d'un amant de ma mère, un résistant tué en 44. Henri le savait, Élise l'avait caché. Twist ultime, la trahison n'était pas sanguine, mais choisie. Je brûlai la lettre, serrant la main d'Antoine. Frère quand même. La vengeance s'achevait en paix fragile, un happy end teinté de BKCH car les fantômes ne dorment jamais vraiment. 2025 s'annonçait comme un épilogue incertain, un automne précoce où les feuilles de marronnier des Champs-Élysées jaunissaient trop vite, comme si Paris elle-même fatiguait de mes drames. J'avais 50 ans ou 35, selon le compte des âmes, un homme reconstitué de cicatrices et de silence, vivant dans une maison modeste à Versailles, entouré de jardins où les roses trémirent défiaient l'oubli. La fondation prospérait à nouveau, rebaptisée Mémoire Duval, finançant des bourses pour historiens juifs et résistants. Antoine gérait les opérations depuis l'Arizona, un partenariat distant mais solide, nommé ponctué d'humour noir, pas noyé aujourd'hui. Claire refit surface, inattendue, lors d'une conférence à la Sorbonne sur la vérité et la fiction familiale. Elle était là, en randonnion, applaudissant poliment. Après, au cocktail, elle s'approcha, un verre de chardonnay à la main. Alexandre. J'ai écrit un livre. Sur toi. Pas malveillant, cette fois. Titre, Le revenant de la Seine. Je ris, acceptant un exemplaire. Entre les pages, une note, pardon. Et merci pour la leçon. Elle avait tourné la page, journaliste reconvertie en biographe éthique. Nous dînâmes, amis improbables, échangeant des histoires de chute et de renaissance. Tu crois aux fantômes, demanda-t-elle. Je suis un. Paul, le faux cousin, fut arrêté en Bavière pour trafic de faux documents, une opération Interpol que j'avais discrètement aidé. Son interrogatoire révéla, il était petit-fils d'un nazi que Henri avait ruiné, cherchant vengeance intergénérationnelle.
Ironie, en le démantelant, j'avais clos un cercle plus ancien que le mien. Lors, une nouvelle ombre entra en scène par hasard, une archiviste à la Bibliothèque nationale, spécialisée en épistolaire de guerre. Nous nous rencontrâmes lors d'une donation de mes papiers familiaux Les Originaux Sauvés, numérisés pour l'éternité. Cheveux châtains en chignon lâche, lunettes rondes, elle maniait les gants blancs comme une prêtresse. Vos lettres. Elle respire la France profonde, la trahison et la rédemption. Nos conversations s'allongèrent, café au bord de la Seine devenant dîner à Montparnasse. Elle ignorait mon secret, mais sentait les abysses. Vous parlez comme un homme qui a vu deux vies. Un soir d'hiver, sous la neige rare de Paris, je lui confiai tout, la noyade, le retour, les vengeances en cascade. Elle écouta, sans jugement, ses yeux verts comme ceux de Claire, mais plus doux fixés sur les miens. C'est une histoire d'amour, en fin de compte. Pour la vérité. Nous nous embrassâmes sous les flocons, un baiser qui goûtait la rédemption, pas le poison. Le printemps 2025 apporta le pèlerinage final, un voyage en Normandie avec Antoine et Laure. Les falaises de Deauville, balayées par un vent salé, nous accueillirent comme des vieux amants. Nous marchâmes jusqu'au site de l'ancienne maison, maintenant un mémorial discret, plaque commémorative pour Henri, résistant inconnu, financé par la Fondation. Antoine posa une pierre tradition juive apprise, murmurant, pour papa. Pour maman. Pour nous, les survivants. Mais le destin, ce coquin, glissa un dernier twist. Dans les archives locales, un notaire contacta un codicile au testament d'Henri, caché pendant des décennies. À mon petit-fils aîné, Alexandre, l'or n'était qu'un leurre. Le vrai trésor est la terre, la maison, à reconstruire pour la mémoire. Pas d'or, mais un legs symbolique, rebâtir sur les ruines. Nous commençâmes les travaux, Antoine supervisant depuis l'Amérique, Laure à mes côtés. La maison nouvelle naquit des cendres, murs de verre et pierre, une bibliothèque ouverte au public sur l'occupation. L'inauguration, en décembre 2025, fut un triomphe discret, discours, larmes, flash. Antoine, en visio, leva un verre à la famille recomposée. La nuit, seul avec Laure dans la chambre aux fenêtres donnant sur la mer, je sentis le poids s'alléger. La vengeance avait été un feu purificateur, brûlant les mensonges, laissant des cendres fertiles. Étais-je heureux? Pas pleinement, le BKCH français refuse les fins roses. Mais apaisé, oui. Le fantôme en moi s'apaisa, murmurant, c'est fini. Pourtant, au matin, une lettre glissa sous la porte, anonyme, encre fanée. Laure n'est pas mort. Il attend dans le mur ouest. Un clin d'œil. Un nouveau fantôme? Je souris, brûlant la note. Cette fois, je laisserai les ombres reposer. Paris, la Seine, la famille où tout coulait, enfin, vers un horizon clair. Et moi, Alexandre Duval, revenant 2 fois, choisissais la vie.